été habitué à être kiné d'une équipe de France de volley pendant 10 ans. J'ai toujours travaillé avec un staff et j'ai toujours continué après dans mon activité à mon cabinet, avec mes associés, travailler en staff, c'est-à-dire de travailler avec le médecin du sport, le médecin généraliste, le chirurgien et ensuite le préparateur physique. Quand on lui transmet, on doit informer et on doit informer chaque praticien dans l'évolution de la rééducation. C'est-à-dire qu'un chirurgien qui a la gentillesse de nous envoyer un patient, il est normal de lui faire un courrier la première fois pour lui dire qu'on le prend en charge et ce qu'on va faire. Et ensuite, deuxièmement, lors des visites de contrôle, l'informer aussi par un courrier de là où en est le patient. Et si c'est des athlètes qui sont confiés après au coach aussi, et au préparateur mental et autres. Donc c'est très important ce travail d'équipe sur lequel j'insiste particulièrement. C'est très intense ce que vous dites parce que j'ai le privilège de l'ancienneté un petit peu et je me rends compte de l'évolution qu'il y a eu dans cette prise en charge des ruptures du ligament croisé antérieur. Il y a 25 ans, je faisais ma reconstruction du ligament croisé et puis je lui envoyais une lettre au kiné en disant ben voilà, occupez-vous de ce patient, je vous envoie un petit protocole qui était en effet très temporel à l'époque et puis ben, avec le petit protocole que je vous propose, ben, faites au mieux. Et puis petit à petit on a vu arriver toutes vos techniques finalement de prise en charge, toute votre évolution sur cette prise en charge, votre réflexion et on a pu commencer à échanger là-dessus. Et ça, pour moi, ça a changé totalement les choses. Alors nous, de notre côté, on a évolué un petit peu sur notre prise en charge et aussi sur pas la liberté qu'on vous laisse, mais en tout cas, on a modifié notre façon de voir les suites et notre protocole qu'on vous proposait en vous le laissant beaucoup plus ouvert parce qu'en fait, c'est vous qui avez fait toutes ces études finalement sur ces récupérations après. Donc pour moi, c'est très important en effet qu'il y ait cette collaboration entre vous et nous. Elle est en post-opératoire, elle est aussi maintenant en pré-opératoire. Vous en avez parlé, hein, tout ce qui est de rééducation et de renforcement pré-opératoire. Et c'est fondamental qu'on travaille en équipe maintenant. C'est la base de la récupération, de la qualité. Et les échanges entre nous sur où en est le patient, est-ce que nous donne l'autorisation, qu'est-ce qu'il en est de la cicatrisation du ligament croisé, qu'est-ce qu'il en est de ça, du sentiment qu'on en a, nous, sur le plan chirurgical, quel est le sentiment que vous en avez sur le plan fonctionnel, c'est fondamental. Et on a appris avec vous toute l'utilité de cette analyse fonctionnelle, les tests dont vous avez très bien parlé, de l'ACL-RSI, ça c'est fondamental. Hein. Je crois que ça, on l'a appris il y a 10 ans, pas plus, hein, mais ça a été très important. Donc, en effet, le travail en équipe est fondamental pour la qualité de cette récupération. Alors ce matin, Marc en a parlé d'avoir des fois des difficultés pour savoir quand est-ce qu'on va faire reprendre le sportif, que ce soit aussi bien pour une épaule, une cheville ou un genou. Et pour moi, il est capital que tous les kinés fassent les tests fonctionnels que j'ai montrés, qui sont faciles à faire en cabinet. Hein, aussi bien pour une cheville, pour une épaule aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, des tests fonctionnels de l'épaule, il y en a aussi. Et c'est ça qui va nous permettre de donner le feu vert pour ensuite le confier, si c'est un sportif de haut niveau. Mais je pense que toi, dans ta salle, tu as aussi des sportifs lambda, il faut en tenir compte, hein, de pouvoir leur faire reprendre lorsqu'ils ont validé ces tests. Hein, ne pas ne fier à un bilan isocinétique qui n'est pas suffisant pour moi. Alors, il n'est pas suffisant, mais il est nécessaire. Il est indicatif, il est nécessaire pour voir le ratio quadriceps ischio, c'est sûr, mais c'est pas avec ça qu'on peut dire, parce que moi j'ai vu des joueurs avec un bilan isocinétique parfait, mais qui sont incapables de faire un single hop ou un triple hop ou un side over. Ils sont incapables de le faire. Donc à partir du moment où ils sont incapables de le faire, ils ne peuvent pas reprendre sur le terrain. Alors là, c'est le côté un peu psychologique d'appréhension, mais déjà le test ACL-RSI nous le confirme, qu'il y a une fragilité encore qui ne leur permet pas de reprendre la compétition à un haut niveau. C'est la difficulté à laquelle on est confronté. Déjà, les patients, ils sont pressés de se faire opérer. Ensuite, ils sont pressés de reprendre l'activité physique. Ils sont toujours pressés. On essaie de les freiner, mais c'est pas évident. Donc déjà, quand on fait le diagnostic de rupture du ligament croisé, c'est pour une catastrophe. Hein. Donc ensuite, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est quand c'est qu'ils vont pouvoir reprendre le sport, voire le travail. Alors ça aussi, la reprise du travail, on parle beaucoup de reprise du sport, mais la reprise du travail, chez un maçon, chez un postier, chez un orthopédiste. Et des fois, c'est plus long chez l'enseignant que chez le maçon. Je sais pas pourquoi. Oui, alors ça, c'est... oui, effectivement. J'en parlerai à mon épouse. Non, mais la rééducation préopératoire, elle est fondamentale. C'est ce que ne comprennent pas beaucoup certains patients. Et au final, on se retrouve avec des patients qui sont presque bien stabilisés, qu'on va opérer quand même, stabilisés fonctionnellement, qu'on va opérer et qu'il va falloir rééduquer après.
Il y a toute une éducation à faire auprès du patient qui est pas évidente à faire, surtout au cours de consultations qui durent 15 minutes. Et nous, quand on a une équipe, souvent, on est pressé aussi par les entraîneurs. Quand on s'occupe de l'équipe, là, moi je le vois, on s'occupe avec mon cabinet de l'UBB en rugby. Bon, moi j'étais avec le volley, mais je vois quand je partais en déplacement, bon, quand est-ce qu'il peut jouer, quand est-ce qu'il peut jouer. Et c'est difficile de prendre la décision. Là, il faut qu'on soit en accord avec le médecin. Bon, il n'y a pas toujours le médecin, mais il y a toujours le kiné en déplacement. Et là, il faut qu'on soit décisionnel parce qu'on ne peut pas prendre de risques, quoi. Mais c'est intéressant parce que vos tests fonctionnels, tous les tests que vous nous proposez, là, les scores que vous nous proposez, permettent de donner une réponse objective à l'entraîneur. Vous voyez, le test, il n'est pas à 100%, on est à 80%. On sait statistiquement sur les études que lorsqu'on parle à 80%, il y a un taux de rupture de X%. Et ça nous a donné des outils fondamentaux pour appuyer notre décision de reprise ou pas, quoi. C'est pour ça que tous ces tests fonctionnels, on peut l'utiliser, comme je disais, membre supérieur, cheville, genou, tout ça. Il y a test et il y a objectif aussi. Objectif. Et c'est là où on peut être gagnant à quelqu'un qui est pressé, c'est lui donner un objectif. Il dit tant que tu n'atteins pas cet objectif, tu ne pourras pas passer à l'autre. Voilà, pas spécialement le test en lui-même. C'est pour ça que dans la rééducation, je n'ai pas parlé de délai temporel, parce qu'avant, on avait tendance à dire J0, J21, je fais ça. J21, J45, je fais ça. Non, pas pour moi. C'est des phases. Parce qu'il y a des gens qui, à J21, vont être en avance et ils vont être à 15 jours capables de passer à la phase 2. Mais il y en a d'autres, même des sportifs de haut niveau, qui, à J21, ils ne seront pas capables. Et ils vont atteindre la phase de ce J21 à J45 ou J60. Donc pour moi, c'est des phases, mais ce n'est pas des délais temporels. Oui, mais le patient, lui, il veut des temps. Il veut des durées, il veut des mois, il veut des jours. Quand est-ce que je vais faire ça, etc. Donc il faut vraiment faire l'éducation entre les deux. Ce n'est pas toujours facile. Sa première question, c'est quand est-ce que je vais pouvoir reprendre ? Le travail, souvent. Ouais. Le travail. Après, on n'a pas parlé assez de l'âge, du sexe aussi, mais on sait très bien que plus jeune, quelqu'un qui est jeune va avoir une rupture du ligament croisé, ou une femme, par exemple, va avoir va avoir plus on va dire, de risque de se reblesser, quoi. Vous en pensez quoi, vous, par rapport à ça ? Je pose la question. Chez les sujets jeunes, effectivement, qui sont pressés de reprendre, le risque de rupture il est très très important. Plus important qu'un adulte. Oui, parce qu'il sera il sera encore plus pressé de reprendre au même niveau, voire plus que ce qu'il faisait avant. Donc ça, pour les femmes, il y avait à un moment donné une théorie qui était expliquée que chez les femmes, en fonction de leur période du mois, elles pouvaient avoir davantage de risques au niveau hormonal d'avoir une rupture du croisé. Mais là, c'est très objectif. Hein. Chez les jeunes de moins de 20 ans, les taux de rupture sont de l'ordre de 8 à 9%. C'est énorme, quoi. Hein. On n'en a pas conscience, mais c'est vraiment une réalité. Et c'est surtout ces gens-là qu'il faut insister sur la qualité de tous ces tests qui doivent être faits pour pouvoir autoriser une reprise. Or, c'est eux qui veulent reprendre le plus vite possible. Les taux de rupture sont énormes, malgré les résultats objectifs satisfaisants sur les laxités que nous avons en post-opératoire. Ces nouvelles notions là, de sensorimotricité et visiomotricité là, sont très importantes. Il faut absolument que le sportif, il arrive... Alors, c'est pas parce qu'il va faire des exercices les yeux fermés ou les yeux ouverts. C'est pas ça le travail. Hein. C'est totalement différent. C'est vraiment obstruer pendant l'exercice, comme je vais lui mettre, avec des lunettes stroboscopiques qu'on peut acheter sur Internet. C'est facile. Pour retrouver ces stratégies qu'il avait au départ, parce que sinon, il est dépendant de son œil. Et s'il est dépendant de son œil, il a même un rayon d'action sur le terrain qui est moins bon. Parce qu'il ne peut plus visualiser, par exemple, un milieu de terrain en foot. Et il va avoir du mal. Il va regarder sa conduite de ballon avec ses yeux, mais il va avoir du mal à distinguer lequel joueur il va pouvoir faire la passe. Donc il faut à tout prix. Et en fait, les lunettes stroboscopiques, l'origine, ce sont les basketteurs américains qui l'utilisaient il y a très longtemps déjà, il y a des années, et en particulier les distributeurs du jeu, où les entraîneurs les obligeaient à mettre ces lunettes pour être capables de visualiser le joueur à qui il pouvait faire des passes tout en obstruant la vision à vitesse plus ou moins rapide. Et c'est un instrument qui ne coûte pas cher, qui peut rapporter gros, justement parce qu'on va transformer cette situation sensorimotrice, visiomotrice en sensorimoteur. Je suis impressionné quand même par le panel de tests, de travaux que nous venons de présenter, vous et les préparateurs. Comment vous adaptez un petit peu toute votre prise en charge en fonction du niveau sportif, par exemple Est-ce que tout le monde est capable de faire tout ça? Enfin, comment vous organisez votre travail selon l'âge, le sexe, le niveau sportif, le compétiteur? Je pense que c'est un problème d'adaptation. Hein. Il faut voir en fonction, de la motivation du sujet. C'est sûr que si quelqu'un fait du canevas, on ne va pas avoir la même technique que celui qui va reprendre le sport même en loisir. Pour moi, par exemple, un sportif qui joue en corpo,
pour moi, il est aussi important que le joueur professionnel. Et surtout en corpo, parce que comme en corpo, il joue tard, il joue avec des gens qui sont plus ou moins âgés. Le gars qui ne veut pas se faire déborder en foot, ben, il va le crocheter le pied. Donc il y a encore presque plus de risques dans les sports co que dans le sport professionnel. Donc je pense qu'il faut être très vigilant, il ne faut pas négliger cette patientèle et il faut s'en occuper pratiquement aussi bien. Et je crois que toi en coaching, j'ai vu que sur les vidéos, toi aussi, tu as des gens d'un certain âge coaching, ou d'un âge certain. De 15 ans à 88 ans, et je peux vous dire qu'à 88 ans, elle est plus pressée que de rester surtout en autonomie pour pas tomber, pour pas se casser, que quelqu'un qui a 30 ans qui va rester sur sa télé, son PlayStation ou autre chose. Donc il y a l'âge par rapport à ça. Pour revenir à votre question aussi, c'est que qu'on soit kiné, préparateur physique ou médecin ou chirurgien, vous avez les gens sur 1 heure, on va dire, ou allez, 3 fois 1 heure dans la semaine. On parlait d'éducation, tu parlais d'éducation, et à ce moment-là, c'est à nous de faire l'éducation pour que les gens en dehors travaillent, continuent, changent, et une habitude et des habitudes, alors on parlait d'alimentation, mais gestuelles, et continuent à faire de la gym pour s'entretenir par rapport à ce qu'on nous on leur propose. Mais c'est pas l'heure, on va dire, qui viennent avec moi, par exemple en sport 1 heure, qui va changer leur vie sur le genou, sur les années à venir. Par contre, la répétition qu'ils vont faire régulièrement et voire quotidiennement, ça va leur amener, à leur faire penser sur l'autonomie plus tard quand ils seront âgés et sur le fait de durer sur une carrière professionnelle aussi. Et d'ailleurs, c'est la pratique aux États-Unis, où la rééducation n'est pas prise en charge comme chez nous avec pas mal de séances. Et les gens, ils ont un programme, ils viennent voir le physiothérapeute. Le physiothérapeute les revoit au bout de 15 jours. Il regarde si les objectifs ont été remplis. Il redonne un programme. Ils ont quelques séances avec le physio, mais moins que chez nous. Donc il faut aussi que les gens, on est dans une société d'assistés, donc il faut absolument qu'ils se prennent en charge. C'est très important pour ça. C'est pour tout à l'heure, je montrais des exercices où le patient il peut faire remonter sa rotule tout seul. Il n'a pas besoin de moi pour faire ça. Et c'est hyper important que les gens assument leurs possibilités. On a parlé d'un travail là, qui est sur l'année post-opératoire. Est-ce que vous avez après une nécessité d'aller revoir le sportif 1 an, 2 ans après? Est-ce qu'il y a des tests à faire? Est-ce qu'il y a une évaluation à faire? Est-ce que ça peut être intéressant ou on s'arrête à cette première année? S'il a validé tous les tests, on sait que c'est bon ensuite. Par contre, celui qui ne valide pas les tests, on s'aperçoit que 2 ans après, il a une insuffisance et il est incapable de faire ses tests. Donc celui qui les a fait, qui les a validés, qui a eu un bon entraînement, un bon préparateur physique après, avant de le remettre sur le terrain, en performance, disons en compétition, après ça reste. Ça reste au niveau du cerveau. Il y a 2 ans, il se casse de l'autre côté. Comment ? Il y a 2 ans, il se casse de l'autre côté. Voilà. Le problème, c'est pour ça que j'insiste, je disais qu'il ne faut pas rééduquer un seul genou, mais il faut rééduquer les 2 membres. Parce que sinon, souvent, ça pète de l'autre côté, parce qu'il y a une compensation. Et pour ça qu'au niveau inhibition motrice, quand on fait les tests, on s'aperçoit que le joueur qui a été opéré, il va pencher du côté où il a son insuffisance du quadriceps. Et là, c'est caractéristique, ça. C'est là qu'il faut absolument travailler le renforcement. Le joueur que vous avez vu en vidéo tout à l'heure, par exemple, changer de club, est venu me voir pour faire une préparation. On a fait une grosse préparation sur moi, puis a changé de club. Et c'était donc ça l'année dernière. L'année dernière, il joue. Et cette année, ils font la prépa. Et puis, il se fait une rupture du ligament croisé antérieur de l'autre côté. Voilà. Alors, je ne l'ai pas revu sur toute l'année, mais c'est vrai que le travail qui avait été fait pendant 1 mois ciblé, est-ce qu'il a été continu dans l'autre club? Est-ce que lui s'est pris en charge? Ça, j'en sais rien. Et c'est dommage. Mais voilà, 1 an après, il fait l'autre côté, quoi. Une question pour vous deux. Un grand débat dans les chirurgiens, c'est la technique opératoire. Fait-on un prélèvement disque jambier ou du tendon rotulien? Kenneth Jones versus disque jambier. Est-ce que vous voyez une différence entre les deux? Est-ce que vous avez une prise en charge différente entre ces 2 techniques? Moi, personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus facile la rééducation des ischios, avec les ischios, que le prélèvement du KJ. KJ, on était souvent embêtés pour pouvoir faire du travail de renforcement parce qu'on déclenchait des fois des tendinopathies du prélèvement. C'est pour ça qu'il y avait un chirurgien à Bordeaux, de connaître Liorzou, qui prenait lui le transplant sur l'autre tendon rotulien pour le transférer. C'était sa technique. Donc pour moi personnellement, mais à condition de bien faire attention à ce que j'ai dit dans mon topo, c'est-à-dire de bien vérifier ce déficit des rotateurs médiaux.
c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de patients, moi et mon expérience, qui ont ce déficit. Et quand ils ont ce déficit, il y a une mauvaise stabilisation postéromédiale et ça peut expliquer les risques de rupture. Donc c'est hyper important de travailler ces ischio-jambiers médiaux parce qu'en fait c'est le biceps fémoral qui prend la compensation de la prise sur le site des ischio-jambiers médiaux. Mais pour moi, je trouve que la rééducation ne pose pas de problème avec les ischio-jambiers, beaucoup moins. Souvent, les sportifs méconnaissent leurs ischio-jambiers, méconnaissent la chaîne postérieure, sont concentrés sur les pectoraux, sur les biceps, sur les quadriceps. Mais tout ce qui se passe derrière, c'est le mât d'un bateau. Si on met une grande voile, que le mât est faible, le mât va casser, on ne pourra pas traverser l'Atlantique. Si on va renforcer ce mât, et notamment là, les ischio-jambiers, les fessiers, les mollets, tout le travail du pied, ben on va avoir un athlète qui est beaucoup plus fort et qui va pouvoir traverser un peu plus l'Atlantique. Pas du tout oublier le travail des muscles du pied, c'est hyper important, les muscles du pied, les muscles du bassin. Je disais le transverse qui paraît un petit muscle pas important, il est capital et on s'aperçoit que 80% des sportifs n'ont pas de transverse, donc c'est hyper important. Et l'insuffisance des abducteurs de hanche, par exemple, dans les entorses de cheville, c'est une explication. Même si on en parlera dans le membre supérieur, on s'aperçoit que les gens qui ont des instabilités d'épaule, ils ont une insuffisance des muscles moyens fessiers, stabilisateurs du bassin, et sont plus à risque comme population pour faire des instabilités d'épaule. Ah ben le patient, le premier, il focalise sur son genou. Le patient, le premier, il ne voit que lui. Et tout le reste, pour lui, c'est... Alors, si on prend d'autres cultures, les hanches, c'est l'âme, c'est la passion. Le genou, c'est l'ego. Donc, c'est vrai qu'on peut retrouver ça quand on est blessé là, où on se concentre que sur soi et on pense qu'à ça, peut-être. Il y a toujours une part d'émotionnel dans les pathologies. Et le genou, quand le genou flanche, c'est qu'on a beaucoup de charges et qu'on a du mal à l'accepter. Comme j'en ai par-dessus la tête au niveau du rachis cervical ou j'en ai plein le dos pour les lombaires. Il y a toujours une charge émotionnelle dont il faut tenir compte et c'est notre approche verbale avec le patient qui nous permet aussi de les faire progresser et de leur faire prendre conscience qu'il n'y a pas que la mécanique, mais qu'il y a aussi l'influence du psychologique et on le voit dans le test ACLRSI. Quelle est la prise en charge d'une rupture du ligament croisé antérieur 20 ans, 30 ans après? La même. Beaucoup plus lente. Comment? Mais beaucoup plus lente. On reprend l'autre. Si on a pris si on a fait c'est-à-dire si on a pris l'ischio-jambier la première fois, on prend le quadriceps la deuxième fois ou on va. Alors sur le plan chirurgical, c'est plus complexe que ça parce qu'il faut d'abord faire une analyse de l'échec. Est-ce que l'échec il est lié à un problème de positionnement du transplant? Est-ce qu'il y a un problème de la greffe? Est-ce qu'il est... Bon, il y a beaucoup d'éléments. Est-ce qu'il y a un problème musculaire? Est-ce qu'il y a un défaut de reprise, un défaut de rééducation? Enfin voilà, il faut d'abord analyser l'échec. Et une fois qu'on a l'échec, on dit ce qu'on peut proposer comme technique. Et en effet, on a 3 possibilités chirurgicales sur le genou de prélèvement du transplant, le tendon quadriceps, le tendon rotulien et les ischio-jambiers. Et dans les ischio-jambiers, on a maintenant aussi des techniques qui nous permettent d'en prendre qu'un seul. Donc très souvent, on peut se reprendre sur un prélèvement sur le même genou. Et de temps en temps, en effet, on a besoin d'un prélèvement contralatéral. Mais une fois qu'on a, enfin nous, dans nos protocoles, c'est vraiment la reprise sportive définitive, elle n'est pas avant un an, 14 mois, quoi. Alors qu'on est plutôt autour de entre 6 et 9 mois pour la première fois. Donc il faut aller beaucoup plus lentement, surtout quand on n'a pas de cause évidente à l'échec. Et là, il faut vraiment aller plus lentement. Et c'est ce qu'on donne comme consigne, c'est que la récupération sera plus lente, la reprise sera beaucoup plus lente. Mais les gens l'ont souvent compris, quand ils voulaient passer une deuxième fois. Est-ce que la rupture 20 ans après est considérée comme un échec? 20 ans après, c'est rare parce que souvent, ils ont arrêté le sport. Donc déjà, ce n'est pas un cas très très fréquent. Je ne parle pas des sportifs, mais des gens normaux qui ont fait du ski quand ils étaient jeunes et après 20 ans, ils refont... Oui, vous avez peut-être raison. C'est peut-être pas un échec de la première technique, mais 20 ans après, c'est une autre situation. Merci. Et 20 ans après, souvent, on se pose la question de faut-il les opérer? C'est-à-dire que les gens ils ont changé d'âge, changé d'habitude, changé de sport, et on repose la question, voulez-vous vraiment continuer à avoir une activité sportive avec des pivots, ou en avez-vous besoin sur le plan professionnel avant d'envisager une reprise chirurgicale?
Ça dépend de ce qu'on appelle 20 ans après. Est-ce que c'est 20 ans après avoir eu 20 ans, c'est-à-dire 40 ans, ou est-ce que c'est 40 ans en ayant 60 ? Là aussi, c'est plus la même chose. La densité osseuse peut être ennuyeuse. Hier, j'ai un ami chirurgien qui a opéré une patiente chez nous. Bon, mais tout ne semblait aller bien. Il lui mettait une prothèse. Quand il est arrivé, il a enfoncé son pouce dans l'os. Elle avait une ostéoporose qui n'avait pas été diagnostiquée. Donc, il peut y avoir aussi ce phénomène plus tard au niveau de l'ancrage du transplant qui peut être difficile en fonction de l'âge. Moi, je voulais juste vous remercier, c'est très intéressant, et faire juste un tout petit commentaire. Ce qui ressort de toutes vos discussions, c'est le temps. On est dans une société de consommation, les gens, ils veulent avoir un résultat tout de suite. Moi, je suis parfois obligé de dire à mes patients qu'on ne dit pas à une femme enceinte d'aller à Cabreton pour faire son bébé en 4 mois. Et finalement, l'essentiel de votre préparation physique, elle va être intéressante quand on est à 5-6 mois de la chirurgie, parce qu'avant, tous ces exercices-là, on ne peut pas les faire, c'est dangereux par rapport à la viabilité du greffon. Il ne faut pas oublier la ligamentisation. Les études qui ont été faites il y a 20 ans chez les animaux prouvent qu'il faut plus d'1 an pour que ça redevienne un ligament normal. Et on veut que les sportifs soient sur un terrain à 6 mois. Et c'est là où c'est un petit peu chaud entre la pression des clubs d'un côté et la réalité de la ligamentisation du transplant. C'est le corps humain. Il faut laisser le temps au corps humain de transformer le tendon en ligament. Et c'est à cette période-là où vous allez faire des tests des exercices qui vont permettre aux patients de se rééduquer, de reprendre toute la sécurité. Et en fait, pourquoi on a plus de ruptures chez les jeunes, chez les moins de 20 ans, et notamment les 15-16 ans, c'est parce que c'est des ados, ils ne nous écoutent pas, et on leur dit d'attendre 8-9 mois pour reprendre l'entraînement, ils sont déjà sur un terrain à 4-5 mois. Et ceux-là, nous, on les revoit 1 an, 2 ans plus tard, ils ont répété. Donc là, oui, c'est un échec. Par contre, quelqu'un qui répète 20 ans plus tard, c'est juste la faute de la pas de chance, il s'est refait mal. Mais le gros problème qu'on a, nous, chirurgiens, c'est les jeunes qui reprennent trop vite, qui pensent qu'il faut être à Cabreton tout de suite dès le post-op, et qui oublient la phase de réathlétisation, et qui la font pas bien. En fait, le Cabreton, il est valable qu'à partir pour moi de 4 à 6 mois, mais pas avant. Avant, tout le travail peut être fait dans un cabinet de kiné. C'est pas la peine d'en envoyer les gens en centre à 1 mois. Surtout qu'à 1 mois, on sait que dans les process de ligamentisation, la partie la plus faible du ligament se situe à peu près à 1 mois. Et ensuite remonte progressivement sur une courbe qui va, on dit, jusqu'à 2 ans. Donc je ne vois pas l'intérêt d'aller au CERS en première intention. Ce sont les jeunes qui sont le plus difficiles à cadrer. Surtout quand ils vont bien, ils récupèrent vite. C'est la difficulté pour nous. Christophe, est-ce que tu pourrais quand même nous défendre un peu le test isocinétique, parce que je ne l'ai pas condamné. Je l'ai pas condamné. Oui, tu l'as fait un peu violemment quand même. Hein. C'est une indication. J'ai essayé de défendre un peu 1 minute, mais Christophe, le test isocinétique, il est quand même important. On a vécu, nous, dans cette notion-là. Il faut connaître la récupération et la chiffrer. Tout à fait. Et l'arrivée de l'isocinétisme, ça a quand même permis d'évaluer l'état des forces musculaires. Et un patient qui a un mauvais test isocinétique, il ne fera pas du bon proprioceptif. Donc il est quand même toujours essentiel et incontournable. D'ailleurs, de grands clubs se sont équipés d'appareils d'isocinétisme, car, comme vous l'avez dit, des sportifs qui n'étaient pas blessés peuvent avoir des insuffisances musculaires qui vont favoriser des lésions. Donc l'isocinétisme est incontournable. Mais on est bien conscient que l'isocinétisme n'a aucune valeur sur la capacité proprioceptive et sensitivomotrice. Et bien sûr, tous les tests dont ils ont parlé sont pratiqués dans les grands centres de rééducation de sportifs depuis des années et donnent des valeurs essentielles à la reprise du sport. On peut revenir sur la prise en charge rapide en centre que nous pratiquons malgré tout et qui est quand même très productrice car elle permet une éducation du patient et même si on peut les prendre 1 semaine après qu'ils ont été opérés, c'est à mon sens sur les sujets jeunes une prise en charge importante où on va leur donner des notions sur le temps de récupération, sur la sécurité aussi infectieuse avec la prise en charge de la cicatrisation. Et c'est pas, à mon sens, une critique. Faire le centre à 4 mois, c'est important, mais on peut le faire à 8 jours. Et il y a une participation. Tout le monde, à mon sens, peut apporter la pierre à l'édifice.
Oui, mais je crois qu'ils peuvent rester peut-être que 8 jours parce que c'est un coût pour la Sécu, quand même, le séjour. Et donc, si vous voulez, c'est un peu aussi le contexte socio-économique dont il faut tenir compte. Donc, envoyer quelqu'un à un mois où on est quand même limité dans les exercices avec le plateau technique que possède le CERS à Cabreton, que je connais très bien, c'est pour ça que je dis que c'est plutôt sur la période de 4 mois où on va transférer la rééducation, le préparateur physique est présent sur le centre. En ce qui concerne l'isocinétisme, moi je suis équipé avec mon cabinet, avec mes associés, on l'a, donc on s'en sert. J'ai bien dit que c'était un indicateur, mais il y a quelques années, quand l'isocinétisme a apparu, on disait, bon, ben, il a un bon ratio, il peut reprendre. Or, c'est pas vrai. Je disais, si on valide pas les tests, il n'est pas sûr que le gars qui a un bon ratio, il va pouvoir sauter sur un pied ou sur un triple saut. Bien sûr, on l'a toujours dit. Quant au coût, bien sûr, si on parle de coût et pas de sécurité du patient, c'est deux choses tout à fait différentes, à mon sens. Et bien sûr, l'argent compte, mais on parle de patients de haut niveau, et là, l'argent ne compte plus. Donc, bon, on s'en fout hein, de l'argent. Nous, on est des médecins, et le pognon, c'est une affaire d'État. Quand nous, on voit qu'on a une séance à 16,30 € et qu'on voit le prix du séjour... Là, on est bien d'accord. Hein. On est bien d'accord. Moi, personnellement, si je respecte la Sécu, je dois travailler 30 minutes avec un patient, en individuel. J'avoue que moi, je ne peux pas faire une rééducation de croisée en 30 minutes. Hein. Je les garde 1h30. Mais je fais toujours 16,30 €. C'est pas un problème, et j'en suis Donc il faut faire beaucoup d'heures pour arriver à rentabiliser. Il faut en parler au ministre de la Santé. Oh là, alors je préfère pas lui parler à lui. Bon, sur ces belles paroles, on va conclure le plateau scientifique et remercier nos 4 intervenants.